Hey, je suis contente de tourner cette vidéo et un peu fatiguée parce que j'ai tourné une vidéo juste avant et là je tourne une deuxième, c'est pour ça que j'ai la même tenue, enfin bref on s'en fout, bref voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui ont fait le tag 2022 qui est le tag bilan du milieu d'année littéresque. Wow. Littéresque. Et je vous ai dit ah bah ça a l'air chouette parce que bah pourquoi pas. Voilà c'est tout. Mon goal livresque dans l'année c'est de lire 100 romans et là j'en suis à 52, du coup j'ai lu un peu plus de la moitié, du coup ouais ça fait, je peux faire un bilan de la mi-année et un bilan de mon mi-goal, enfin bref voilà. Bah il y a des questions que j'ai sur moi et je vais répondre, c'est tout. La première question c'est le meilleur roman que tu as lu jusqu'à maintenant en 2022. Il s'agit d'une vie comme les autres d'Anya Yanagihara. J'ai l'impression de toujours parler de ce livre parce que bah, déjà j'ai fait une vidéo entière dessus, je vous invite à aller la voir. Comme ça vous comprendrez pourquoi j'ai autant pleuré. Et c'est d'ailleurs le livre qui m'a le plus traumatisé aussi. Voilà, j'utilise ces grands termes. D'habitude j'évite d'utiliser le mot traumatisé mais ça je vois pas d'autres mots en fait parce que c'est beaucoup de trigger warning. Faites attention vraiment si vous n'êtes pas dans un bon état mental, le lisez pas, ça va encore plus vous achever. Déjà moi j'étais plutôt en bonne forme, après j'étais comme une mauviette par terre en train de me fondre dans le sol. Mais c'est très humain, c'est très poignant, c'est hyper magnifique et très émouvant, mais c'est très dur à lire et waouh, juste waouh. Le meilleur séquel que tu as lu jusqu'ici en 2022. Alors je voulais dire Calam de Paul Béorn, j'ai lu le tome 2 parce que j'ai adoré la fin de Calam. Mais je voulais quand même citer les travaux d'Apollon qui est du coup là le dernier tome, parce que dans ce tome là on voit Nico et en fait j'attendais de lire ce tome avec très grande impatience parce que je savais qu'on allait voir Nico, mais je pensais pas qu'il allait être autant mis en avant, autant être important dans la quête principale. Et du coup on en apprend plus sur lui, on le voit plus avec sa relation avec Will, sa relation avec les autres et tout, et ça m'a fait tellement du bien. Et il y avait des moments, je crois que ouais, j'ai chialé parce que juste je me suis rendu compte à quel point j'étais encore trop fragile pour Nico, à quel point j'étais trop impliquée dans ce personnage là. Juste Nico mérite de gagner cette catégorie parce que Nico juste et encore une fois il encore accompli plein de trucs, je sais pas, il se surpasse à chaque fois pour aider les autres. Il est tellement altruiste et il demande rien en retour et il est absolument génial et il est trop mignon avec Will aussi. Aussi il y avait Apollon et Meg qui est la relation principale, l'amitié principale qui était très touchante, et le développement d'Apollon dedans est assez touchante aussi. Ensuite la troisième question, la nouvelle sortie que tu n'as pas encore lue mais que tu voudrais bien lire. Je triche un peu parce que en gros je fais pas vraiment attention aux sorties, mais il y a une sortie et en fait c'est une sortie que j'ai déjà lue mais j'ai pas encore tout lu parce que j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai pas lu le 3e tome, enfin j'ai lu en partie mais j'ai pas continué parce que j'avais la flemme et j'ai pas aimé. Mais là il y a une nouvelle réédition où ça adapte le 1er et le 2e tome dans un livre et le 3e avec un livre bonus, je sais pas, un spin-off dans un 2e livre, et il s'agit de Prince Captif de C.S. Paca. Alors alors cette saga m'a mise très mal à l'aise à de nombreuses scènes, mais je me suis dit encore, en fait je lui laisse encore le bénéfice du doute parce que je lui dis, c'est ce que je l'ai mal lu en fait, c'est ce que j'ai perçu des trucs de façon fausse. Quand l'autrice elle glorifie des choses très abusives et tout, je me dis ça se peut en fait elle les glorifie pas mais c'est juste elle met ça dans son temps, genre au niveau historique, et elle les montre comme c'était. J'hésite à les acheter, j'essaie quand même de résister mais j'hésite tellement parce que les nouvelles éditions sont beaucoup trop belles. Autant en fait le premier tome en vrai je m'en fous un peu parce que la tête d'Amen il s'appelle, enfin, c'est le premier héros principal, je m'en fous de lui du coup et il me fait pas vraiment effet même s'il est très beau là, mais non. Autant la tête de Laurent, genre la couverture avec Laurent dessus, mais en fait Laurent c'est l'élément qui m'a le plus fasciné dans la saga parce qu'il est hyper charismatique, il a un charme, t'es en mode oui ok d'accord c'est un enfoiré pendant les 2 premiers tomes là, mais il dégage un truc, t'es en mode oui d'accord. Bref, voilà, je trouve la couverture trop magnifique et tu sens sa grâce, son élégance, son charisme, et du coup je me dis oh, mais je pense que je vais craquer, je sais pas, est-ce que je vais dépenser mon argent pour ça, je sais pas, et peut-être relire pour essayer de lire sous un angle différent de ma première lecture. Je sais pas, est-ce que j'achète pas, je sais pas, putain mais c'est trop beau, c'est trop beau. La 4e question, la sortie qui te donne le plus envie dans la seconde moitié de 2022, et c'est incontestablement Babel de R.F. Kuang. En fait ça me donne envie parce que c'est de l'autrice de The Poppy War que j'ai
adoré, mais vraiment immense coup de cœur. Je dois toujours faire la vidéo spéciale The Poppy War. Babel, du coup ça sort en fin août, début septembre, je l'ai déjà précommandé. C'est un peu je crois à la mode Dark Academia, ça se passe à l'université, il y a des mystères, ça parle de traduction. En fait je vais même pas résumer parce que je résume trop mal. S'il y a des ingrédients aussi impitoyables, aussi percutants, aussi haletants que dans The Poppy War, je pense que je vais adorer en fait. Voilà, du coup ça me donne super envie, en plus sa couverture elle est trop belle. Ma plus grosse déception, en fait cette année pour l'instant j'ai pas eu de déception de malade qui m'ont fait rager, qui m'ont dégoûté, qui m'ont révolté et tout comparé aux années précédentes. En fait les années précédentes c'est parce que je lisais un tome d'Akotar chaque année et du coup forcément ça a gagné le top 1 en termes de déception. Enfin bref, je sais pas pourquoi c'est une déception, enfin je m'attendais à rien avec le tome 2. Enfin bref voilà. Mais cette année pour l'instant j'ai pas de déception aussi intense. Mais un livre qui m'a déçu ça a été Ce que murmure le vent d'Amy Harmon. Alors Amy Harmon pour moi jusqu'ici ça a été la plume la plus dévastatrice que j'ai connue d'un point de vue émotionnel, parce qu'à chaque fois que je ressortais d'un livre j'avais les entrailles nouées, la gorge serrée, l'envie de pleurer à chaque fois, le cœur brisé, mais en même temps il y avait cette chaleur qui me réconfortait, mais ça renforçait un goût tellement amer après l'histoire. Et là en fait à la fin, au début ça s'annonçait très bien, j'étais ah waouh, je ressens le truc, ce sentiment familier que je ressens dans ces histoires. Et après à la fin il y avait un élément que j'ai trouvé trop idyllique, trop niais, qui est venu gâcher le truc et j'étais non, j'aime pas. Et même au niveau de l'histoire j'ai pas été plus emballée que ça en fait. Je trouvais que l'histoire d'amour prenait trop le dessus sur d'autres relations qui auraient été plus intéressantes. Et même si l'histoire d'amour en vrai il y a pas de problème ou quoi, en vrai c'est magnifique objectivement, mais c'est juste moi je suis très difficile en histoire d'amour et j'accroche très rarement, du coup j'ai facilement décroché, j'étais moins emballée par l'histoire, ce qui est vraiment dommage en fait. Et du coup ça a été une déception parce que j'attendais beaucoup d'Amy Harmon et voilà, je suis triste hein, mais c'est la vie. La plus grande surprise, ça a été, alors je sais pas trop, mais je pense que ça a été Romance d'Arnaud à Catherine. Quand j'ai entendu parler de ce livre, je m'attendais un peu à un livre un peu feel good, tu vois, qui restait assez profond au niveau du thème amoureux et tout, assez poétique, mais assez beau. Et c'est vrai que c'était beau, mais c'était plus sombre que ce à quoi je m'attendais et beaucoup plus percutant et réaliste, parce que ça aborde l'amour toxique, l'amour qui peut devenir obsessionnel, qui peut devenir abusif. Du coup, j'ai trouvé que c'était assez audacieux de la part de l'auteur, surtout qu'il le dépicte mais de façon très réaliste et qui peut vraiment parler aux adolescents. Du coup genre au début c'était marrant parce qu'on accrochait bien au sarcasme, à l'humour noir du protagoniste, et puis après il vit son histoire d'amour et t'es en mode ok d'accord. Enfin moi perso j'étais un peu blasée, j'étais en mode ok ça tombe un peu dans une histoire un peu facile, un peu simple, ok d'accord, et à la fin bam, il se passe des trucs, t'es en mode ah ouais ok d'accord. Ça a changé le ton comme ça. Au début ça m'a dérouté, mais en fait avec du recul en fait je trouve que c'est vraiment un bon move de l'auteur et c'est assez audacieux et ça en fait une lecture marquante. Un nouvel auteur préféré, alors Lao She. De lui je crois que j'ai pas lu de livre de lui avant cette année là. Cette année j'ai lu Le Pouce-Pouce, Jean de Pékin et le premier tour de 4 générations sous un même toit, et j'ai adoré les 3 livres. Pour l'instant en fait j'adore comment il dépeint la population chinoise, les gens pauvres en fait, des gens qui sont dans les castes plus dévalorisées. Il les dépeint de façon hyper respectueuse, tu sens en fait sa compassion, son respect envers eux, la façon dont il admire, il respecte leur courage à toujours se relever face à tout ce que peut subir la Chine et tout. Et en fait il a une plume qui peut être assez vindicative, assez sarcastique, assez plongée dans l'humour noir en fait pour dépeindre les malheurs, mais en même temps il y a cette tolérance, il y a ce respect pour la capacité des Chinois à surmonter tout ça. Il le fait de façon vraiment très émouvante. Et aussi il y a une touche d'humour qui rend le récit vraiment très fluide et très sympathique à lire, et vraiment il y a des moments parfois qui m'ont fait mourir de rire aussi. Et je sais pas, en fait c'est tout ce mélange d'émotions, d'humanité. Tu sens vraiment cette... c'est quoi le mot déjà, genre... cette empathie, voilà, cette empathie. Je trouve qu'il faut vraiment lire cet auteur-là pour connaître la Chine des années 20, des années 30. C'est vraiment un bon portrait, un bon tableau de cette société à cette époque-là. Et c'est vraiment très intéressant de voir tout ce que les Chinois ont vécu, ces transitions générationnelles. Je trouve la vie de Lao She assez passionnante, surtout à la fin, avec l'entrée dans le maoïsme. T'as Lao She qui a un peu protesté, qui a un peu critiqué la volonté de Mao à uniformiser la culture, l'éducation, la littérature pour servir sa propre politique à lui. Et Lao She il a un peu critiqué en mode ouais je pense qu'en littérature faudrait qu'on exprime un peu tout ce qu'on pense et tout, faudrait qu'il y ait un peu plus de liberté. Et quelques jours plus tard, mystérieusement t'as les gardes rouges qui sont venus chez la famille de Lao She, qui l'ont dit ouais en fait Lao She il s'est noyé dans le fleuve comme par hasard, alors qu'il s'est sûrement fait
exécuté. Je trouve ça très tragique et c'est tellement une perte mais dégueulasse pour un aussi grand auteur en fait. Et voilà. Bref. Ton nouveau crush fictionnel. En vrai je l'ai rencontré à la fin de l'année dernière, mais c'est vraiment dans ce tome là où j'ai eu un coup de cœur pour lui. C'est dans SVSS, genre Scum Villains Self-Saving System. Il s'appelle Liu Qingge. Oh putain il est magnifique. En fait c'est dans le livre il n'y a pas vraiment de description et je m'en fous un peu son apparence. C'est vraiment au niveau de son caractère que je veux s'attacher. Mais il est vachement beau quand même. Non c'est pas lui. C'est... Faut que je tourne. C'est lui. Tu vois. Oh ça veut pas faire focus. Mais bref, vous voyez quand même qu'il est beau. C'est un tsundere, voilà. Je sais pas si vous connaissez les tsundere. Les tsundere, c'est une personne qui semble avoir une apparence très froide, très réservée, mais qui a un cœur d'artichaut, qui est très sensible, qui est plein d'amour pour son entourage. Lui, c'est un peu comme ça, sauf que il est très, comment dire, il est très dur en vrai, tu vois, genre ça fait partie de son caractère, c'est pas juste une façade, il est très dur, il est un peu violent aussi parfois, mais c'est une façon pour lui en fait de montrer comment il prend soin, comment il se soucie des autres. C'est pas toxique ou quoi, tu vois, c'est juste qu'il est grincheux, voilà, en fait il est grincheux et voilà, mais tu sens il essaie de rester juste, de rester noble et il a une relation avec le protagoniste, comment dire, en gros c'est des bros mais il se moque un peu de lui, tu vois, il le taquine, il le tourne un peu en dérision, mais il s'inquiète aussi pour lui, mais de façon assez subtile et à sa manière assez unique, et moi ça me fait fondre en fait, et je suis en mode mais je suis en train de fangirler. En fait j'ai lu déjà deux des œuvres de l'autrice et le cast masculin il est très diversifié, il y a beaucoup de gens, mais j'ai jamais vraiment eu de crush, j'ai considéré surtout comme mes enfants, mais là avec Liu Qingge je l'aime, il est trop beau, il est trop... Et j'ai peur en fait que par la suite il se passe quelque chose de grave avec lui, j'espère juste qu'il va mourir, mais et pour moi c'est le meilleur personnage, j'adore, j'ai trop hâte de le retrouver dans les autres tomes. Ton nouveau personnage préféré, alors je vais partir sur Oh-Yang dans Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. Alors en fait j'ai adoré pas mal de personnages dedans, mais je vais partir sur Oh-Yang. Je sais même pas si c'est son préféré Oh-Yang, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit. Oh-Yang c'est un général qui est devenu eunuque après avoir vu sa famille se faire décimer, je sais plus pour quelle raison, mais en tout cas sa famille a été décimée. Lui il a réussi à s'en sortir en préférant devenir eunuque pour la famille, je crois c'est l'empereur. Merde, je sais plus. Non, c'est un général, c'est un grand général, je sais plus. Bref, il va essayer de chercher aussi vengeance pour venger sa famille. Sauf qu'en fait, celui qui a ordonné le massacre de sa famille, c'est le père du prince, et le prince c'est le meilleur ami de Oh-Yang. Oh-Yang aussi il est amoureux de son petit ami, de son meilleur ami, ça se voit complètement. Il va être tiraillé entre cet amour là et son devoir qu'il se sent obligé d'endosser parce qu'il se dit je dois venger ma famille. En fait c'est quelque chose qu'il se contraint de faire et tu sens que c'est un devoir qui le pèse en fait et qui veut pas forcément, c'est pas une vengeance qui tient à cœur, mais il se dit c'est mon devoir et c'est quelque chose qui le hante. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est cette complexité dans son personnage, parce que en fait déjà d'apparence il est très froid, très condescendant, très arrogant, mais à l'intérieur de lui sa psychologie elle est vraiment twisted, là, tu vois, elle est très tourmentée. Son dilemme il est développé de façon réaliste, ça va pas être embelli ou ça va pas être glorifié ou quoi comparé à d'autres romans où voilà l'amour surmonte tout. On a aussi Bao Xiang, je voudrais faire une petite mention à lui, c'est le frère du meilleur ami de Oh-Yang. En fait Bao Xiang il est pas très présent dedans, il a laissé en retrait, mais en fait ce que j'ai aimé c'est qu'il est très opaque et on sait jamais comment appréhender ses réactions, son attitude, et voilà c'est un personnage vraiment fascinant à découvrir, et l'autrice a dit que dans le tome 2 il allait prendre de l'importance et que c'était son personnage préféré à écrire dans le tome 2, du coup j'ai trop hâte de voir comment il va être mis en avant dans le tome 2. Ah si, j'ai envie quand même de mentionner l'héroïne qui est Ju Chongba. Ce que j'ai aimé en fait c'est que c'est une héroïne qui se montre de plus en plus impitoyable dans le désir de remplir sa quête de grandeur en fait, d'acquérir de la grandeur, de prendre le dessus sur cette société patriarcale qui voue les filles à soit le mariage, soit à l'esclavage, soit à la mort, soit à la servitude, enfin tout ce voilà. Puis The Poppy War, je cherchais une héroïne qui soit aussi impitoyable, qui soit prête à tout sacrifier, même je sais pas, son entourage, même ses liens affectifs et tout, dans le but de remplir son but qui l'obnubile totalement, qui l'obsède totalement. Parfois elle fait des choix, t'es en mode oh, c'est un monstre, et c'est trop bien, en fait c'est trop stylé de suivre ce genre d'héroïne, tu sens que ça va être une tragédie et c'est pour ça que c'est aussi intéressant. Question 10, un livre qui t'a fait pleurer. Alors j'aurais pu citer Encore une vie comme les autres parce que aucun livre ne m'a fait autant pleurer que ce livre là, mais je vais citer Cri dans la bruine de Uroi, qui était aussi une grosse surprise parce que je m'attendais à rien, j'ai jamais entendu parler de ce livre, j'ai emprunté juste parce que j'aime pas mal l'auteur et que j'avais un examen de littérature chinoise, j'ai fait ma disserte sur cet auteur là
J'ai cité plein de livres de lui, voilà, j'ai bien parlé. Et j'ai eu que 13. Voilà. Voilà. Je suis trop deg, je suis trop deg. Bref, on n'est pas là pour ça. Alors, Cri dans la bruine, c'est un narrateur qui revient sur ses souvenirs du passé et du coup il va revenir sur des gens qu'il a côtoyés quand il était enfant sous la révolution culturelle. J'ai un peu la flemme de beaucoup développer, j'ai fait un update lecture déjà sur ce livre là, du coup je le mettrai en barre de description. Et en fait ce qui m'avait touché c'était, déjà ça a l'air un peu autobiographique parce que l'auteur lui-même a vécu la révolution culturelle, du coup c'est comme si c'était lui le narrateur, il revenait un peu sur cette période là, peut-être sur des gens qu'il a connus ou quoi. Tu vois différentes histoires de personnages et il y a deux histoires en particulier qui m'ont vraiment touché. C'était une histoire avec le meilleur ami du narrateur qui était envoyé en camp de rééducation alors que voilà pour un truc qu'il a commis ou quoi, enfin je sais même plus pourquoi. Quand il revient tu sens à quel point il a souffert de ça, mais en fait il est tellement gentil, tellement pur que c'est tellement amer. En fait dès le début tu sais que le meilleur ami il meurt très jeune, du coup ça rend le truc encore plus tragique et je me suis vraiment beaucoup attachée à son histoire et surtout à son amitié avec le narrateur. Et en fait tu sens, il y a un truc, enfin je me dis en vrai il y a peut-être de l'amour romantique entre ces deux là, je sais pas, je sentais un truc romantique entre ces deux là, je sais pas si c'était justement ou si c'était vraiment ambigu, enfin bref. Et la deuxième histoire c'est avec un gamin qui vit avec sa mère qui est prostituée, c'est horrible en fait, vraiment j'adore les récits sous la révolution culturelle mais c'est tellement dur, ça m'a fait tellement chialer, je m'attendais pas. Et puis aussi en dehors de ça, t'as beaucoup de personnages qui sont très nuancés, très gris aussi, qui commettent des choses et tout, mais t'es en mode, en même temps sous la révolution culturelle, c'est tellement l'enfer que t'as même plus la force d'être gentil avec les autres ou quoi. En fait tu dois penser à ta gueule déjà et voilà, mais vraiment c'était très éprouvant. Mais en même temps il y avait cette beauté, cette atmosphère très unique, ça m'a plus marqué que ce à quoi je m'attendais à la fin de ma lecture. Un livre qui m'a rendue heureuse, Steam Sailors, le tome 1 de ES Green, je crois. Tu voyages avec un équipage de pirates qui sont assez gris moralement, voilà, qui commettent des choses comme tout beau pirate, mais t'es comme une héroïne en fait, tu t'embarques, t'es kidnappé par cet équipage et au final tu t'intègres peu à peu, tu les considères comme ta famille. Ouais, t'es comme une membre à part entière, tu t'occupes d'eux, ils s'occupent de toi, c'est hyper chaleureux, c'est convivial, il y a cette notion de fraternité, de loyauté qui rend le truc tellement émouvant et ils sont hyper attachants en fait. J'étais vraiment tellement bien à leur côté et t'as envie de voyager avec eux et de commettre des crimes avec eux, enfin je sais pas. Alors la question 12 je vais passer parce que j'ai pas de réponse, la question 13 aussi, flemme. La question 14, le livre le plus magnifique, le plus beau livre que tu as acheté cette année. Alors ça aurait pu être l'édition de Brajlon de Celle qui devint le soleil parce que l'édition est absolument magnifique, mais j'ai la flemme de le prendre et je vais présenter le tome 2 de Chingwan Sefu Heaven Official's Blessing parce que la couverture, waouh, à chaque fois c'est tellement magnifique. Regardez, c'est magnifique. C'est magnifique. Non mais regarde. C'est beau, c'est trop beau. C'est tellement une satisfaction d'avoir, parce que c'est un livre qui compte énormément pour moi, c'est une histoire qui m'a fait passer par... Je n'aurais pas les mots pour bien l'expliquer, mais qui m'a affectée, comme je sais pas quelle saga m'aurait affectée, je sais pas, mais c'était absolument incroyable. Et du coup l'avoir entre les mains là, je suis en train de claquer mon argent pour tout acheter parce que c'est trop beau. Après le truc, l'édition anglaise a repris les couvertures de l'édition taïwanaise et j'aurais bien voulu qu'ils fassent un peu leur propre édition, leur propre couverture, comme ça aurait fait plus de diversité parce que quand tu regardes les couvertures, les publications dans d'autres langues, genre en vietnamien, en coréen, en thaïlandais ou je sais pas quoi, c'est tellement magnifique. Ce qui me fait peur, c'est que si l'édition anglaise continue de prendre les couvertures de l'édition taïwanaise, il y a une couverture de l'édition taïwanaise où c'est les deux protagonistes qui se roulent une grosse pelle. En fait je reçois mes livres chez une librairie internationale et en fait la libraire, la dernière fois que je suis venue, elle m'a reconnue, tu vois, elle a su comment je m'appelais et du coup quand je vais commander ce tome là avec cette couverture là, elle va voir la couverture et je sais pas, on va peut-être se regarder en mode oui. Oui, c'est pas ce que vous croyez, enfin si c'est ce que vous croyez mais... Oui bref, voilà, bon c'est pas grave. Oh, c'est la dernière question. Quel livre tu dois vraiment lire cette année? J'aimerais bien finir la saga de Greenmount Saga avec le dernier tome Jade Legacy que je devais lire au mois de mai mais que je n'ai pas lu parce que j'avais la flemme et le tome 2 m'a provoqué une petite indigestion et je suis encore un peu ballonnée par cette saga là. Le tome il est encore plus gros que le tome 2 et le tome 2
j'étais un peu, l'esprit un peu ouh. Et voilà, et j'espère que le héros il meurt parce qu'il mérite un peu ça. Voilà, j'aime bien le héros, mais dans le tome 2 il a commis un truc et j'étais, mec tu mérites l'enfer pour moi. Je sais que voilà, en vrai ça partait d'une bonne intention, mais ce que t'as fait non, en fait non. J'aimerais bien lire la duologie, je crois que c'est une duologie de l'Empire d'écume. J'espère faire un vlog sur la saga. Je sais pas s'il y a d'autres tomes, mais en tout cas voilà, je pense que je vais lire bientôt cette histoire là. J'aimerais bien lire le tome qui me reste des archives de Rochard que je devais aussi lire en mai. Et en fait ce que j'ai peur c'est que ça se finisse sur un gros cliffhanger ou quoi, et je dois attendre longtemps avant la sortie en poche du reste parce que j'ai pas la money pour acheter en grand format. Il y a ça aussi, alors ça c'est pas du tout un roman, en fait c'est un livre art et archéologie de la Chine pendant une période assez longue sous les dynasties chinoises. Ça fait longtemps que je l'ai pas repris, mais en fait il me prend beaucoup de temps à lire parce que après je fais mes recherches et tout pour essayer d'approfondir. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, c'est hyper passionnant. En fait j'avais un cours sur l'art, l'histoire de l'art chinois, mais de façon assez introductive. Ça a vraiment titillé ma curiosité. Du coup j'ai acheté le livre référence de ma prof et c'est hyper passionnant en fait parce que tu te dis waouh, les Chinois c'est des génies en fait. Enfin, c'est ouf ce qu'ils ont fait, c'est ouf ce qu'on a trouvé comme objet, comme monument, comme vestige et tout, c'est impressionnant. Mais vraiment je suis waouh, je suis amazed. Voilà, bref. Et pour finir avec le livre que j'aimerais lire en fin d'année, avant la fin d'année, alors en fait c'est des livres en chinois parce que du coup j'étudie le chinois et je m'entraîne en essayant de lire des romans en chinois. Je suis en train de lire, alors en fait ça fait plus d'un an que je suis dessus mais je lis de façon très irrégulière. Je suis en train de lire ce roman là, le titre du coup j'ai la flemme de le lire parce que j'ai oublié comment ça se prononçait ce caractère. Mais en gros la traduction c'est genre toi qui me dois un moment ou je sais pas quoi. Genre toi qui m'a volé un moment et qui me le doit. Bref, c'est un roman d'amour interactif. Du coup, à la fin de chaque chapitre, t'as une décision à prendre. Du coup, si tu prends une décision, tu vas à tel chapitre ou quoi. Et en gros, t'as deux garçons en fait à pécho. J'ai fait les deux routes d'un des garçons. Là, je suis en train de faire la deuxième route et la dernière route de l'autre garçon. Et ce qui est marrant, c'est que à chaque fois que je prenais une première décision pour chaque garçon, c'était la décision qui aboutissait à un chapitre où j'étais célibataire. Voilà, du coup c'est très encourageant, même dans ce livre-là, l'amour ne veut pas de moi, je prends les mauvaises décisions et du coup, ouais, c'est très réconfortant. Non mais bref, en vrai c'est très marrant parce que les routes, elles sont imprévisibles, elles sont très surprenantes, elles sont limite parfois what the fuck, t'es en mode mais c'est quoi ce scénario? En vrai j'aimerais bien en parler, genre faire une vidéo dessus, mais je pense pas que ça intéresserait parce que c'est en chinois. Je pense le finir d'ici la fin de l'été parce que il me reste 2 chapitres. Le deuxième livre en chinois que j'aimerais lire, c'est un livre qui me fait assez peur, c'est ouais, c'est mon chien, après il y a des caractères, il y a son prénom, je sais pas, je connais pas les caractères. Ça parle d'un petit garçon et son chien. Et voilà, si vous avez du temps un peu, je vais vous raconter une histoire un peu avec ce roman là. Alors en gros, j'étais à Taïwan et j'étais à un musée à Tainan, et dans ce musée là il y avait un coin où il y avait des livres pour enfants. Je me suis installée, j'ai pioché un roman et c'était ce roman là et j'ai commencé à effeuilleter, j'étais oh j'arrive un peu à comprendre, j'ai dû le reposer parce que c'était une bibliothèque, j'ai jamais réussi à le retrouver en librairie ou quoi, en plus j'avais oublié le nom du livre. À ma dernière visite dans une librairie que je squattais dans ma ville à Taïwan avant de partir pour de bon de la ville, je me promenais encore dans les allées pour les livres pour enfants et tout, et là je tombe sur ça et je suis en mode cette reliure me rappelle quelque chose et du coup je prends et je suis en mode putain, je suis tombée genre comme par hasard sur ce livre en fait avant de partir, justement pile avant de partir, et voilà, ça a été ma dernière chance et je suis tombée dessus par hasard. Le truc c'est que j'essaie de le lire et j'arrive pas. En fait j'arrive pas, genre je coince, il y a plein de mots nouveaux alors que c'est un livre pour enfants normalement, tu vois, genre tu te dis ouais c'est simple et tout, mais je sais pas, j'arrive à comprendre en général le sens, mais il y a quand même des phrases, plusieurs phrases où j'arrive pas, où il y a des expressions où j'ai pas les caractères ou quoi, j'ai pas le vocabulaire. C'est un livre qui me fait peur et vraiment mon challenge c'est de le lire d'ici la fin de l'année, mais je sais pas si je pourrais. Il fait moins de 300 pages, mais même 100 pages en chinois, je mets beaucoup de temps. Si vous voulez regarder comment c'est... Voilà, c'est beau hein. Et à côté en fait ça s'appelle le Bopomofo. En fait c'est comme le pinyin en chinois simplifié. Tu sais, le pinyin c'est l'alphabet qui te permet de savoir comment lire les caractères. Et en taïwanais, tu vois les petits caractères là, c'est le Bopomofo, c'est l'alphabet en taïwanais. Mais en fait en vrai moi du coup j'avais appris le Bopomofo mais j'ai totalement oublié. Et du coup bah maintenant j'apprends les caractères par cœur. Voilà. Non mais c'est trop beau en vrai, c'est trop.
Oh merde, j'ai perdu mon... J'ai enlevé mon marque-page. Non mais regardez-moi, mais le chinois traditionnel, c'est pas genre le truc le plus beau de la life. Attendez, en fait on voit rien. C'est trop beau. C'est trop beau. Genre même si on comprend rien ou quoi, genre c'est trop beau. Ah j'ai blablaté alors en vrai c'est pas vous vous en foutez quoi. C'est juste bah, pour lire des livres que vous pouvez lire quoi. Mais... Désolée, mais ça me passionne trop en fait, j'aime trop. Voilà, si vous avez regardé jusqu'à la fin, merci beaucoup. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, j'espère moins de 30 minutes. Ce serait l'idéal. Encore merci beaucoup. J'espère que vous avez bien aimé, j'espère que j'ai pas été trop répétitive. Voilà, à bientôt, peut-être.